Bonjour, nous sommes ce matin en direct du Presse Club de France. Merci à toutes les personnes qui sont dans la salle. Merci à vous, internautes qui nous suivez en direct sur Facebook Live. Vous allez pouvoir intervenir tout au long de la conférence en posant vos questions également et en participant de manière interactive. Isabelle Bourdet, la directrice du Presse Club, se fera le relais de vos questions. Nous sommes aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être en compagnie de M. Jean-Louis Debré, de M. Laurent Kupferman. Nous allons parler République aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de leur livre « 3 minutes pour comprendre la République ». Et que vous voyez bien, la République française, bien entendu. Et à cette occasion, nous allons évoquer la question primordiale et d'actualité. Notre pacte républicain est-il en danger ? Alors, quelques mots de présentation, s'ils sont nécessaires. Monsieur Jean-Louis Debré est magistrat, juge d'instruction au tribunal de Paris de 1977 à 1986. Vous avez été élu député de l'Eure de 86 jusqu'en 2007, maire d'Évreux, ministre de l'Intérieur de 95 à 97, président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007 et président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, romans policiers, essais historiques, notamment Ce que je ne pouvais pas dire, et Le dictionnaire amoureux de la République, déjà. Laurent Kupferman, essayiste, chroniqueur, vous êtes l'auteur d'ouvrages remarqués sur la franc-maçonnerie, dont Les aventuriers de la République. 3 minutes déjà pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Vous avez animé des chroniques sur la République française, notamment sur France Culture. C'était en juillet et août 2016. Alors aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de cette thématique. Notre pacte républicain est-il en danger? C'est une vraie question à laquelle nous sommes confrontés, et notamment dans l'actualité au quotidien. Mais avant toute chose, Laurent Kupferman, on connaît tous la devise liberté, égalité, fraternité, la devise de la République. Est-ce qu'en 3 minutes, puisque nous sommes dans le concept du 3 minutes, vous pouvez nous expliquer quels sont les fondamentaux qui la scellent, cette République? Oui, merci d'abord au Presse Club, Isabelle Bourdet, d'avoir bien voulu nous inviter. Éric Angeletti, la République, elle se construit d'abord, évidemment, avec la Révolution française. Non pas que la Révolution française apporte immédiatement la République, mais elle permet de poser le principe philosophique de base, qui est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, ça paraît rien, ça nous paraît évident, mais on passe d'un système où le destin des hommes et des femmes, très incidemment, était réglé par la naissance. Et là, on a la possibilité pour les hommes et les femmes plus tard qui le désirent d'échapper à un destin qui était marqué par l'aléa de la naissance. Mais c'est une idée philosophique au départ. Il faut bien qu'elle prenne corps dans la réalité de la vie des citoyens. Or, il faut pour ça attendre d'abord la Deuxième République qui apporte les premières libertés individuelles, notamment l'abolition de l'esclavage, notamment les droits politiques avec l'avènement du suffrage universel masculin, et puis les premières lois sur la liberté de la presse. 48, c'est aussi le début vraiment du tout début des droits sociaux. Mais parce que avec l'émergence de la révolution industrielle, qui enrichit considérablement le pays, se crée aussi une nouvelle classe, une classe de laissés pour compte dont il faut bien que le pays s'occupe. Après l'avènement, le retour sur le trône des Bourbons et des Orléans, et ensuite 1848, la Deuxième République, arrive le Second Empire qui stabilise un peu les acquis, mais ce n'est pas une ère de progrès sur les libertés individuelles, c'est une ère de progrès économique. Après, la Troisième République apporte je dirais, le complément à ce pacte d'émancipation qu'est le pacte républicain, avec l'éducation laïque, gratuite et obligatoire, la protection contre les accidents de la vie, les prémices des droits sociaux qui seront actés par la 4e République dans son très beau préambule,
et en 1946, la création de la sécurité sociale. Le tout sera couronné par la Ve République qui vient stabiliser l'ensemble du pacte républicain. Si je peux ajouter, la République pour moi, c'est, reprenant la phrase de Renan, c'est un rêve d'avenir partagé. Absolument. Et la République, c'est une organisation politique qui va progressivement se mettre en place, où on va, pour la politique, passer de la naissance à la légitimité du suffrage universel. Absolument. Et deuxièmement, une organisation sociale où il va partir dans deux directions. Un, reconnaissance de droits individuels, et deuxièmement, apparition de droits collectifs. Pour arriver à quoi? À une conception de la fraternité. Et la République, il n'y a pas de liberté, d'égalité sans fraternité. C'est ça la République. Absolument. Si je peux rajouter, si vous me permettez, il y a le troisième et sans doute le plus attaqué des piliers actuellement, qui est la liberté absolue de conscience, la laïcité. Et on voit bien aujourd'hui que c'est un des éléments pourtant fondamentaux de la République, parce que la République française permet de passer de l'obligation de croire, qui existe toujours dans des pays parfois qui nous sont évidemment éloignés, mais des pays qui nous sont proches, aux États-Unis d'Amérique, on ne peut pas dire qu'on soit très lointain. C'est la Deuxième République qui émerge au XVIIIe, et la première d'ailleurs qui émerge au XVIIIe siècle. Aux États-Unis d'Amérique, si vous vous proclamez athée ou agnostique, vous risquez la marginalité sociale. Dans des pays, si vous vous proclamez athée, vous risquez la peine de mort. Donc on est passé de l'obligation de croire au droit de croire, et en plus du droit de croire au droit de douter, l'agnosticisme, ou le droit de ne pas croire, l'athéisme. C'est énorme. La laïcité est au cœur des problématiques d'aujourd'hui. Dans les attentats, dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce que veulent certains? Ils veulent imposer leur conception de la société. Et dans leur conception de la société, il y a l'abandon du principe de laïcité. Et le principe de laïcité est essentiel pour nous parce que c'est le principe de croire, mais aussi c'est le fait de ne pas être inquiété parce que l'on ne croit pas. Exactement. Et derrière le principe de laïcité, il y a la liberté d'opinion et la liberté de conscience. Et donc, si on cède sur ce principe, on cède sur tout un pan essentiel de la République. Alors, attention, j'entends dire parfois qu'il y a une laïcité positive et une laïcité négative. Si on rentre dans cette mécanique, c'est une contestation de la laïcité. Mais la laïcité ne veut pas dire que l'État ne s'intéresse pas aux religions. L'État doit garantir à chacun la liberté de conscience, la liberté de croire et la liberté de ne pas croire, mais il doit permettre à chacun le libre exercice de son culte. Et il n'y a pas de religion officielle. Et ça, c'est un élément essentiel du pacte républicain. Juste un petit point encore, pardon Éric, mais c'est cette liberté, cette laïcité, elle est liée aussi beaucoup, on le voit bien, à l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que cette idée sous-jacente, on voit bien quand même que les droits des femmes sont parfois battus en brèche lorsque certaines religions veulent revenir à des pratiques ancestrales. Je vais prendre un exemple qui a fait polémique lorsque j'étais au Conseil constitutionnel, le mariage pour tous. Le mariage pour tous, au regard de la République, ne pose pas de problème. Car permettre à deux hommes ou à deux femmes de se marier n'enlève pas des droits et des libertés aux autres, ils en rajoutent. Et il s'intègre dans la laïcité, puisque vous pouvez très bien avoir, en fonction de votre religion, le regard que vous voulez sur le mariage pour tous. Et donc, ce qui était très frappant, si vous voulez, c'est que, au regard de la République, il n'y a pas de problème. Après, chacun en fait sa religion. Lorsque j'avais statué, le Conseil constitutionnel avait statué sur le mariage pour tous, nous avons été interrogés par un certain nombre de pays qui se posent la question, notamment des pays à religion unique et à religion d'État. Et ils ne comprenaient pas comment nous étions arrivés
à admettre le mariage pour tous, sans dire que ça ne porte pas atteinte à des droits et des libertés, dans un pays qui pouvait, d'origine chrétienne, qui pouvait refuser cela. Eh bien, c'est parce qu'il y a cette distinction entre le droit de la religion et le droit de l'État. Et dans les États où il n'y a qu'un droit, le droit de la religion, ils sont complètement piégés. Je prends un exemple. En Israël, le droit religieux ne reconnaît pas l'homosexualité, le condamne. Or, en Israël, il y a le phénomène homosexuel existe. Et donc, on a trouvé un système où les couples homosexuels vont se marier à Chypre et reviennent en Israël et font inscrire sur les actes d'état civil ces deux hommes ou deux femmes mariés ensemble. Et ils sont dans une situation impossible car il n'y a pas un droit de l'État et un droit religieux. Nous, notre force, et c'est ça la laïcité, il y a le droit de l'État. Le droit de l'État, c'est de faire en sorte que chaque jour, nous construisons une société de liberté. Plus de liberté. Libertés individuelles ou collectives. Et puis, il y a les droits des religions. Donc, vous pouvez très bien, en France, admettre le mariage pour tous en tant que républicain, mais le refuser en tant que religion. Et donc, cette distinction entre le droit de l'État et le droit de religion est à la base même de la liberté. Rendre à César. Et justement, on peut dans notre pays pratiquer sa religion dans le respect de l'ordre public. Oui. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que cet espace qu'on appelle la laïcité est en danger et quelles seraient les solutions selon vous? Alors, la laïcité, comme le pacte républicain, se construit tous les jours face à la société moderne. Elle est en danger, d'ailleurs, il ne serait-ce qu'en vous promenant en France, vous voyez parfois des édifices religieux, juifs, catholiques, gardés par la police. Et donc, il y a un problème. C'est que certains veulent porter des coups au principe de la liberté et au principe de la liberté des religions et de conscience. Alors, il faut continuer à chanter les vertus de la laïcité et au-delà des vertus de la laïcité, à défendre tout ce qui est expression de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de croyance, et qu'on ne doit pas inquiéter une personne, un individu, le priver de liberté ou le sanctionner parce que il ne croit pas en une religion. Donc, c'est pas mis en cause, c'est un combat permanent. Pour la liberté, c'est quelque chose de très difficile parce qu'il faut supporter la liberté des autres, et que la tendance est de toujours vouloir imposer ses principes. Hein. La démocratie, la République, c'est ce combat permanent pour permettre l'expression toujours plus forte des libertés individuelles et des libertés collectives. Comme Jean-Louis Debré l'a justement souligné tout à l'heure, je crois qu'il faut être très clair. Il n'y a pas de laïcité moderne, laïcité ancienne. La laïcité, c'est une liberté. La liberté ne se qualifie pas. On ne parle pas de liberté d'expression moderne, ancienne, mesurée. Donc c'est un espace, un champ de liberté qui est un acquis républicain qui, lorsqu'il est bien compris, ouvre le champ du possible, le champ de la liberté absolue de conscience. Et je crois que nous devons veiller à ce que ce champ reste ouvert le plus possible. Est-ce qu'au regard de l'histoire, Laurent Kupferman, il y a d'autres époques où elle a été mise en danger comme actuellement, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Écoutez, elle est récente, donc quelle époque elle a été mise en danger? Au moment de son émergence, ça n'a pas été facile. Il faut voir que la France est un vieux pays catholique tout de même, avec d'autres communautés juives, chrétiennes. Bon, mais la résistance la plus forte a été avec l'Église catholique. Bon, l'Église catholique a trouvé les voies et les moyens de perdurer dans un État qui proclame la laïcité. C'est donc bien possible. Simplement, ça mérite effectivement une certaine réflexion, une certaine adaptation.
Mais moi, je suis assez optimiste. Je pense que les choses vont se faire avec du travail et peut-être avec pas mal de pédagogie. Peut-être, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Louis Debré, mais ça serait peut-être des choses qu'il conviendrait d'enseigner aussi, ce que sont les valeurs de la République. Ça ne pourrait pas faire de mal, je pense. C'est que quand j'étais au Conseil constitutionnel, une fois par semaine, j'allais dans une école pour parler de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans le domaine des libertés, toutes les libertés. Et j'expliquais que, certes, le Conseil ou la juridiction, les juridictions sont là pour faire respecter la liberté, mais c'est un combat de tout le monde. C'est-à-dire que chacun et chacune peut croire, dire ce qu'il veut, mais ça veut dire aussi qu'il doit accepter que quelqu'un n'ait pas son opinion. C'est ça la liberté. C'est pas uniquement dire voilà ce que je crois, voilà ce que je veux. C'est admettre qu'on n'ait pas la même idée que son voisin. Et c'est cette confrontation qui est toujours très difficile dans les sociétés humaines. Parce que les sociétés humaines, certains groupes veulent dominer les autres, imposer. Et ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut le croire, c'est le développement des moyens modernes de communication, notamment d'Internet, avec la manipulation de l'opinion. La manipulation. Je vais prendre un exemple qui me frappe beaucoup. Il y a quelques années, à 2 ans, il y avait une loi qui s'appelait la loi El Khomri. Peu importe. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, ça ne m'intéresse pas. Mais un jour, tous les réseaux sociaux ont expliqué qu'il y avait une pétition signée par 1 million de personnes. Et toutes les radios, toute la presse a repris en chœur pétition 1 million de personnes. Vous avez vu la pétition? Qui a vu la pétition? Qui a contrôlé les gens qui avaient signé? S'ils avaient signé? Personne. Et donc, attention, car il peut y avoir aussi des manipulations de l'opinion pour imposer sa conception. Et ce qui est préoccupant, je sors un petit peu du sujet, c'est qu'on passe progressivement d'une démocratie qui est fondée sur la citoyenneté. La révolution, Laurent le disait tout à l'heure, c'est quand même un moment extraordinaire où on va aller voter. C'est-à-dire que votre patron, votre voisin, votre mari peut vous dire « tu vas voter comme ça ». Avant, vous ne pouviez pas résister. Là, vous passez dans un isoloir, vous êtes seul avec vous-même et vous votez comme vous voulez. On passe à un autre système où on va vous imposer. On va voter chez vous, on va faire des pétitions. Mais qui est derrière? Qui vous impose? Il n'y a pas ce moment où vous êtes seul, citoyen. Et donc, on passe progressivement de la démocratie du citoyen, construction de la République, construction lente, où on est passé de citoyen actif à citoyen passif à citoyen actif, avec progressivement, à partir de la libération, le droit de vote des femmes, le droit d'élection des femmes. Et puis, on a baissé l'âge pour voter, pour associer. Et on passe de ce système à un système totalement anonyme, où vous êtes chez vous, vous êtes manipulé par des mots d'ordre, vous croyez qu'il y a une pétition d'1 million, et on passe de personnes qui ont signé contre la loi, même certains candidats aux élections présidentielles voulaient qu'on puisse voter de chez soi par Internet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie que vous soyez seul. Et donc on passe de la démocratie du citoyen, de la citoyenneté, à une démocratie de la foule. Et ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Si je peux ajouter, Jean-Louis, l'affaire de l'élection du président des États-Unis d'Amérique le prouve. Avec un budget de 136 000 $, la Russie aurait, je mets au conditionnel, parce que pour le moment les faits ne sont pas encore actés par la justice, aurait influencé 160 millions d'électeurs. C'est vous dire le poids des réseaux sociaux. Encore une fois, tout ça n'est pas avéré, mais enfin tout ça est très vraisemblable. Et c'est vrai qu'il faut peut-être réfléchir à comment protéger le système de représentation qu'est le système de l'élection. Tout ça pour revenir à votre question. La République, elle existe, elle n'est pas contestable,
Mais attention, c'est un combat permanent de tous les jours. Et c'est pour ça que nous avons voulu faire ce livre pour les écoles, pour les lycées. La République, elle n'est pas arrivée comme ça tout d'un coup. C'est une lente maturation. Ce sont des combats menés par des femmes et des hommes exceptionnels qu'on oublie et dont on ne parle pas. Le combat pour que les femmes aient le droit de vote, c'est naturellement Jules Ferry, Camille Say ou Victor Duruy, mais personne ne parle de cette première femme qui a voulu passer le bachot, qui s'est battue pour passer le bachot. Finalement, on l'a accepté. Et lorsqu'elle a réussi, le ministre de l'Instruction publique a fait une déclaration en disant « Tant que je serai ministre, et pour ne pas déshonorer mon administration, je signerai jamais le diplôme de bachelière à une femme. » C'est un combat. Et donc, et on pourrait prendre dans tous les domaines, droits sociaux, droits religieux, respect des religions. La République, ça suppose un combat, une éducation, une formation et une conviction. Et cette conviction, c'est qu'il n'y a pas d'épanouissement pour l'homme, au sens générique du terme, en dehors de la liberté. Alors, les réseaux sociaux sont avec nous ce matin, quoi qu'il en soit. Vous êtes nombreux à intervenir sur Facebook. Isabelle Bourdet, la directrice du Presse Club, est votre porte-parole. Isabelle, est-ce qu'il y a des premières questions? Oui, alors Monsieur Debrun, on a une question de François Doux qui voudrait revenir sur la question des votes et qui vous dit bientôt le droit de vote des robots. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne peux pas en penser du bien. Parce que le vote n'est justement pas l'affaire de robots. C'est l'affaire d'une réflexion. Alors si on programme des robots pour voter, je ne vois pas l'intérêt d'aller voter. Le vote, le droit de vote, c'est une rencontre exceptionnelle entre un individu et son pays pour les droits politiques. C'est cette rencontre exceptionnelle dans un isoloir où tout d'un coup, vous êtes responsable. Moi, j'ai un rêve, c'est qu'on interdise à tous les gens qui s'abstiennent de râler. On prend son râle. C'est utopique, ça. Hein, quoi? C'est très utopique. Mais c'est un rêve. Mais m'empêchez pas d'avoir des rêves. C'est fantastique de rêver. Pourquoi? Parce que, pour moi, vous pouvez contester, critiquer, dénoncer si vous avez voté. Peu importe votre vote. Et donc la République, elle suppose cette démarche individuelle de l'homme et de la femme pour désigner ses représentants ou ceux qui vont incarner leurs pensées. Et donc c'est absolument pas l'affaire de robots. Les robots, c'est la négation même de la démocratie, puisqu'il suffira que le technicien penche à droite ou à gauche, non, plutôt à gauche et à droite, et puis le robot ira voter. C'est la fin de la liberté. Si tu me permets une incise, les robots ont-ils une conscience? Non. Pour voter, il faut une conscience. Le problème est donc réglé. Mais l'autre aspect sous-jacent à cette question, c'est les machines à voter. Moi, à titre personnel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à titre personnel, je suis contre. Je suis plutôt... Alors, évidemment, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, ça a pu faciliter les choses. Mais pour les citoyens, moi, je pense que le bon vieux papier dans l'urne a ses vertus. Oui, alors, j'ai expérimenté les deux quand j'étais à Évreux. La machine à voter, il ne faut pas l'exclure. Pourquoi? Parce que le nombre d'arbres qu'il faut couper pour des petits papiers, et que finalement, en tapant cette forme, une éducation, c'est la nouvelle génération va l'utiliser plus que la nôtre. Simplement, bien faire attention que l'on ne puisse pas reprendre la traçabilité de votre vote. Car dans le petit papier, que ce soit Laurent, vous ou moi, on met un petit papier, personne ne sait. Et d'ailleurs, si sur ce papier, il y a un signe distinctif, le vote est nul. La machine électronique, il faut être bien sûr que le technicien ne peut pas refaire le chemin inverse, qui a voté ça, pour arriver à savoir quel est l'auteur de ce vote. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le garantir. C'est tout le débat actuel, on y arrivera. Il y aura des machines à voter.
Peut-être parce que aussi la machine à voter, lorsqu'elle sera performante, empêchera les fraudes. Car il y a eu, aujourd'hui moins que dans le passé, des fraudes dans le dépouillement. Mais voilà, en tout cas, le vote est un acte individuel et que vous faites en conscience et non pas sur le regard des autres. Alors, d'autres questions, notamment sur Facebook. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Oui, monsieur. Je voulais rebondir sur le vote dont vous parliez tout à l'heure. On voit qu'il y a une désaffection pour les votes, en particulier en France, à chaque élection. Est-ce que, comme dans d'autres démocraties européennes en particulier, le vote obligatoire, comme d'autres actions citoyennes sont obligatoires, autrefois le service militaire, vous paraîtrait une bonne idée pour pouvoir impliquer les gens et éviter d'avoir des râleurs qui se tairaient comme dans vos rêves? Tout est possible, monsieur. Qui dit vote obligatoire dit sanction pour ceux qui n'ont pas voté. Vous voyez dans quel système on rentre. C'est très compliqué. Non, je pense que il y a une désaffection, oui, pour le politique. En France, il y a depuis toujours une vague anti-parlementaire. Peut-être ça vient du fait aussi que dans nos démocraties modernes, on prend le député pour l'élu d'une circonscription et non pas comme l'élu de la nation. Or, le député est élu de la nation. Il n'est pas le représentant d'une circonscription. C'est très compliqué à faire admettre cela. Et donc, on voit trop souvent nos parlementaires devenir des porte-parole d'un endroit. Il y a quelques années, il y a un député, j'étais président de l'Assemblée, qui avait fait une grève de la faim parce qu'une entreprise se délocalisait de son canton. Et j'étais allé voir en disant, mais tu es fou. Tu es député de la nation. L'entreprise, elle va s'installer un peu plus loin, elle va créer des emplois. Oui, mais c'est mon canton, je suis élu par mon... Non, vous êtes élu par une circonscription pour incarner la nation. Et ça, on a progressivement perdu cette notion d'élu de la nation. Voilà, le comportement de certains élus, avec cette transparence souhaitable, crée des inquiétudes et alimente un antiparlementarisme. Mais attention, l'antiparlementarisme nous mène toujours à la dictature de certains. Donc essayons de lutter, faisons en sorte que les gens aillent voter. Je ne suis pas sûr qu'il faille rajouter un vote obligatoire. En plus, ça voudrait dire que ce jour-là, on ne travaille pas, compte tenu du nombre d'élections qu'il y a en France, entre les élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, municipales, départementales, les jours fériés ordinaires, car on ne mettrait pas ça un jour férié ordinaire. Vous voyez l'organisation économique que ça suppose. Alors, certains pays ont le vote obligatoire, mais ils ont très peu d'élections. Alors, autre question. Donc, je suis assez contre. Sur Facebook. Alors, on a une question de Mohamed El Boujadeni qui souhaite revenir sur la question de la laïcité et qui vous demande ce que vous pensez de la tendance de certains à imposer la laïcité là où elle ne doit pas s'appliquer. C'est-à-dire? Mais je ne comprends pas la question. C'est-à-dire? Alors, on va lui demander. Alors, comme c'est une question écrite, Voilà, on va demander de préciser. Une question dans la salle, monsieur, tout à l'heure. Oui. Par rapport à la loi contre l'immigration, par rapport aux dispositions policières qui sont prises actuellement, est-ce que la République peut être en danger, effectivement? La loi sur l'immigration? Ouais. Et sur les dispositions que prennent le ministère de l'Intérieur pour lutter contre le salafiste et tout, est-ce que la République peut être en danger? Ça, c'est très compliqué. C'est trouver un équilibre entre les libertés individuelles et collectives et le droit pour l'État de se défendre et de défendre les citoyens contre ceux qui portent atteinte à ces libertés. C'est ça, c'est trouver cet équilibre entre vos libertés
et la liberté de l'État. J'ai exercé des fonctions au ministère de l'Intérieur au moment des attentats islamistes. Nous étions qu'au début des réseaux sociaux, il y a 25 ans. Aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé. Et que si on veut être efficace, il faut intégrer dans notre droit ordinaire un certain nombre de dispositions qui permettent d'intercepter des écoutes, de placer des écoutes, de faire des perquisitions. Et donc, ça, c'est au pouvoir politique, devant la représentation nationale, de faire en sorte que la loi, pour poursuivre, pour identifier, poursuivre et arrêter et condamner ceux qui portent atteinte aux libertés, soit efficace. Si l'État n'est pas efficace, alors il y aura une désaffection de l'État et le développement d'une police privée. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est bon, en ce domaine, en fonction de l'évolution des techniques, d'améliorer notre arsenal juridique pour permettre aux services spécialisés de police et de gendarmerie d'être efficaces. Si je peux me permettre encore une fois de rajouter quelque chose, il y a en France le Conseil constitutionnel, que Jean-Louis a présidé, et c'est un organisme qui est chargé de vérifier si les lois qui sont votées par la représentation nationale sont conformes aux grands principes constitutionnels et républicains. Je crois que quand même, nous sommes à l'abri de dérives liberticides, mais je parle sous mon contrôle. Il y a un principe. Généralement, on ne peut pas faire de perquisition au domicile privé, sauf cas flagrant délit, avant la levée du soleil et après le coucher du soleil. Quand vous êtes dans une lutte, une traque contre un certain nombre d'individus qui ne sont pas encore passés à l'acte, mais qui envisagent fortement, on a des indices, de tuer, d'assassiner, de poser des bombes. Et je crois qu'il est bien de donner aux services de police la possibilité de perquisitionner dès qu'ils ont une information pour que ça soit efficace. C'est ce souci, et c'est ça d'ailleurs la République, sous le contrôle du juge administratif, du juge judiciaire ou du juge constitutionnel, c'est de trouver cet équilibre entre l'efficacité et le respect des libertés. La res publica, ça veut dire le droit commun. Donc il y a toujours des possibilités de dérive. Le législateur n'a pas forcément toujours raison, mais il faut aussi raison garder par rapport aux positions compte tenu du contexte international dans lequel nous sommes, qui n'est quand même pas un contexte très favorable. Oui, j'ajoute que depuis la réforme constitutionnelle, la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, chaque citoyen, à l'occasion d'un procès civil, commercial, pénal, administratif, peut saisir le Conseil constitutionnel pour demander si tel article de loi qu'on veut lui appliquer ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés. C'est un progrès considérable qui a été mis en place, que j'ai mis en place, et qui permet non seulement aux autorités politiques, puisque le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, ou 60 députés, 60 sénateurs, c'est-à-dire l'opposition. Mais une fois que la loi a été votée, quand elle est appliquée, je me souviens toujours avoir annulé une loi très ancienne, une loi qui permettait à une famille d'hospitaliser quelqu'un sans son consentement. Et c'est cette loi qui avait fait que Camille Claudel avait été hospitalisée pendant 30 ans, qu'elle voulait sortir, mais que la famille ne voulait pas qu'elle sorte. Et nous avons considéré que l'on ne peut pas, même sur une loi ancienne qu'on a annulée, incarcérer quelqu'un sans le consentement du juge, sans l'intervention sans d'un débat. juge, sans débat. Eh bien, il faut
nous sommes dans un système de droit, naturellement perfectible, mais il faut donner à l'autorité de l'État, aux forces qui protègent la liberté, les moyens de la protéger. Alors, d'autres questions, notamment sur Facebook, Isabelle? Alors oui, on a une question d'Anthony Bouzereau qui vous demande si, au nom de la liberté et de la laïcité, les démocraties n'essaient-elles pas d'exercer un contrôle politique, un nouveau visage arrogant d'un colonialisme déguisé, bien pensant. Waouh. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. La question est fermée, donc moi je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense pas. Si vous voulez, j'ai pas envie qu'on aborde la question coloniale comme ça, entre la poire et le fromage. C'est une question qui mériterait tout un débat à elle toute seule. Globalement, je trouve quand même que le pacte républicain de la République française est un pacte qui est extrêmement progressiste, est un pacte dont on devrait veiller à le préserver, à le sauvegarder, parce que rien n'est gagné. Rien n'est gagné en termes de liberté individuelle, comme le disait Jean-Louis, en termes de liberté collective, mais aussi très concrètement, l'éducation laïque gratuite et obligatoire, ça n'a que 140 ans. Les lois sur la liberté de conscience, elles n'ont, cette fameuse laïcité, elle n'a que 112 ans. Donc, si vous voulez, rien n'est aujourd'hui acquis. Tout ça est constamment attaqué, alors que ce sont des lois qui permettent à chacune et à chacun de s'émanciper, d'avoir une certaine porosité sociale. Parce que si vous n'avez pas accès à l'éducation, mais vous n'aurez jamais accès à un autre niveau social que celui qui est de votre origine. Si vous n'avez pas de protection contre les accidents de la vie, c'est-à-dire de protection contre la maladie, de protection contre le chômage, de protection contre la cessation du travail, c'est-à-dire la retraite, eh bien, je suis désolé, aucun espoir n'est permis. Alors, je ne dis pas que c'est de la magie, le pacte républicain. C'est pas une idéologie. Ce sont, comme disait le bulletin quotidien, ce sont des idées politiques, mais non partisanes. Ça fait partie d'un bloc de consensus. Mais ce bloc de consensus, on doit le préserver parce que, je vois bien que tu as envie de prendre la parole, mais on doit le préserver parce que c'est la condition de l'émancipation des citoyennes et des citoyens. Est-ce que vous pouvez relire la question? Oui. Est-ce qu'au nom de la liberté et de la laïcité, les démocraties ne veulent-elles pas exercer le contrôle politique? Un nouveau visage arrogant d'un colonialisme déguisé bien pensant. C'est exactement le contraire. Exactement le contraire. Car la laïcité et la liberté, c'est de permettre, non pas d'imposer, comme le colonialisme a voulu imposer, une organisation politique, une organisation sociale, une organisation religieuse, c'est le contraire. La laïcité, la République, elle dit, vous pouvez tous habiter dans la même maison. Vous pouvez tous cohabiter. Vous n'avez pas la même couleur de peau. Vous n'avez pas la même religion. Vous n'avez pas les mêmes convictions, mais vous avez les mêmes droits. À une condition, c'est que vous respectiez les droits des autres. C'est exactement le contraire de toute l'organisation territoriale qui vient d'en haut et qui impose toutes les marches de l'escalier. Là, vous êtes libre pourvu que vous respectiez les autres. C'est absolument le contraire de la question. Merci. Oui, monsieur. Un sujet qui passionne, avec beaucoup de questions, notamment sur Facebook et dans la salle. Monsieur. Oui. Est-ce que, en suivant de ce que j'ai entendu sur la République en danger, est-ce que les autres républiques peuvent provoquer ce danger? J'ai un exemple. Par exemple, à l'époque d'une autre république islamique, cette fois-ci, M. Khatami, quand il voulait venir en France, avait imposé qu'il n'y aura pas du vin, par exemple, dans la cérémonie de l'accueil. Est-ce que pour vous, les autres républiques, avec leur envie ou leur loi, peuvent intervenir dans... Moi, je réponds pour moi. En France, il n'y a que les lois de la République française qui s'appliquent. Et donc, quand il m'est arrivé, maire d'une grande commune, de faire des réceptions républicaines,
il y avait des musulmans, il y avait du vin. S'ils ne veulent pas prendre le vin, c'est leur problème. Mais moi, j'impose les lois. Je ne sais pas dire que je fasse la promotion du vin. J'impose les lois de la République. Et c'est ça, la République. C'est les lois qui s'imposent sont celles votées par les élus de la République et non pas par des élus d'une autre République. Quand on est en France, on peut avoir la religion que l'on veut. Chez soi, on peut suivre les principes que l'on veut. Mais dans le domaine public, on respecte les lois de la nation, les lois de la République. Voilà. Pas mieux. Juste un petit retour en arrière, M. Murmurou, je vous remercie, M. Debré, en répondant que c'est la réponse qu'il attendait. C'est la réponse qu'il attendait. À sa question. Très bien. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à réagir sur Facebook en posant vos questions via ce Facebook Live. Une autre question dans la salle. Oui. Messieurs, vous avez parlé tous les deux à deux reprises de l'impact de la technologie sur le pacte républicain, en avantage, M. Debré, et en questionnement, M. Bufferman, sur l'influence dans l'élection américaine, par exemple. Selon vous, la technologie grandissante est-elle un danger ou un atout pour protéger ce pacte républicain? Moi, je pense qu'elle est les deux. C'est-à-dire qu'on a vu qu'avec le big data, c'est-à-dire cette capacité à accumuler et à traiter des milliards et des milliards d'informations, on a pu, d'un point de vue un peu symbolique comme ça, mais rouvrir l'affaire du petit Grégory. Donc, du point de vue de la justice, c'était quand même un plus, parce que pour les familles, pour les parents des victimes, de la victime, c'était important probablement, même si l'affaire n'est pas terminée, mais d'au moins d'avoir la perspective d'un deuil. Néanmoins, on voit bien les problèmes que ça pose en termes de liberté individuelle. Jean-Louis l'évoquait tout à l'heure de manière incidente sur les machines à voter, mais c'est le minimum de ce qu'on puisse craindre. C'est-à-dire qu'avec le big data, aujourd'hui, tout est potentiellement accessible. Et comme il n'y a pas de frontières, par définition, sur les questions numériques, les questions numériques ne connaissent pas de frontières, elles sont planétaires, il y aura probablement une difficulté à faire persister les lois sur la liberté d'expression, les lois sur poser des limites à la liberté d'expression, parce qu'elles ont toujours... Les gens imaginent à tort que la liberté d'expression est totale. C'est faux, elle n'a jamais été totale. Vous n'avez pas le droit de diffamer, vous n'avez pas le droit de porter atteinte à la réputation, etc. Donc mais c'est comment faire respecter ces violations de la liberté d'expression, ça va être complexe. Je crois profondément à la technologie. Ça serait absurde de tourner le dos à la technologie. On ne peut pas. Moi, le magistrat, que j'étais avant de faire la politique, les progrès de la police scientifique et technique sont considérables dans l'élucidation des crimes. Le fait aujourd'hui que, avec les prélèvements ADN, on arrive à retrouver des coupables, la technologie est indispensable pour l'approfondissement des connaissances. La technologie et Internet va permettre dans l'avenir une formation professionnelle permanente. La technologie, c'est fantastique. Mais attention, elle livre les informations. C'est-à-dire que je vois parfois en disant, demain, il n'y aura plus d'école, Non, car la technologie vous offre les informations et ne hiérarchise pas les informations. C'est-à-dire que vous allez passer de l'accident sur la route où deux voitures se sont accrochées mais les gens sont engueulés, traités sur le même plan que ce qui se passe en Arabie Saoudite, au Liban. Donc l'école, la technologie est au service de l'école et l'école doit hiérarchiser les informations. Je suis très frappé de voir, regarder dans la rue, vos enfants, ils ne regardent plus, ils n'observent plus, ils sont là à savoir tout, ils savent tout, mais ils savent tout de manière superficielle. La technologie donne des informations, mais on passe tout de suite à une autre information, si bien qu'on crée des esprits qui zappent en permanence.
Donc la technologie est nécessaire, elle est indispensable, c'est un progrès pour l'humanité, mais la technologie seule peut aboutir à des drames. J'étais hier soir à Strasbourg, il y avait des élèves, des jeunes, j'étais frappé de voir qu'ils connaissaient. Oui, il y a un problème avec le président des États-Unis. Lequel? Je ne sais pas. La technologie doit permettre la réflexion. Et c'est là où elle doit être un élément avec l'école pour reprendre des informations et les approfondir. La technologie est indispensable, c'est un progrès pour l'humanité. J'ajoute, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, j'ajoute qu'il faut peut-être, et tu l'as évoqué, mettre l'accent sur l'enseignement à l'accès à Internet, c'est-à-dire apprendre aux enfants, aux jeunes, à hiérarchiser l'information, à garder un esprit critique, parce qu'il faut bien voir que les nouvelles technologies posent d'abord à vous, journalistes, votre rôle, votre position. Parce que vous êtes de moins en moins les intermédiaires entre l'opinion et les acteurs, donc de ceux qui font l'opinion, de ceux qui agissent dans la société. Donc c'est un défi qui nous est commun. Parce que moi, je crois au rôle, et je ne suis pas de ceux qui crachent sur les journalistes. Je pense que les journalistes ont leur rôle, ont un rôle justement de, j'allais dire, pas forcément de filtre, mais de capacité à mettre en perspective l'information, qu'avec ce rôle va diminuendo avec l'émergence qui est maintenant très très réelle et très importante des réseaux sociaux. Alors justement, nous sommes en direct des réseaux sociaux et sur le premier média mondial qui s'appelle Facebook, sur lequel vous pouvez poser des questions. Pour aller un peu plus loin sur cette thématique, concernant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a deux familles. La première qui dit « tant mieux, on va aller vers un homme augmenté qui vivra mieux, qui vivra plus longtemps ». Qui avec effectivement qui sera plus compétitif, et puis l'autre famille qui nous dit on va être soumis totalement aux robots et c'est la fin des libertés. C'est un peu la continuité de cette question sur la technologie. Quelle est votre position à ce propos? Ça c'est le transhumanisme, moi j'en ai pas, je te non, laisse. Mais tout ça c'est une question, c'est vain. Quel est le rôle de l'homme? Quel est le but de la vie? C'est le bonheur? C'est le bonheur? Quelle que soit votre fonction, votre travail, c'est de trouver un épanouissement. Alors le robot peut permettre l'épanouissement, mais si vous transformez l'homme en quelqu'un qui est un robot qui n'a plus de sensation, la vie n'a plus d'intérêt. Donc c'est très bien qu'on discute, c'est très bien qu'il y ait un effort de réflexion comment aider l'homme, mais la finalité de la vie, c'est le bonheur. Oui, c'est le mythe de Faust, hein, cette idée comme ça de l'homme, parce qu'en réalité, ça va poser des questions, cette histoire, parce que c'est l'homme éternel, hein, c'est l'homme qui se confronte à l'idée de Dieu. Bon, est-ce que c'est la vocation d'un homme de vivre 20 000 ans, à titre personnel, en tout cas, j'en ai pas le désir. Et assez. Ah ben voilà, bon, ça dépend de l'âge peut-être. Donc c'est, plus tu vieillis, plus tu as envie de. Ouais. Mais moi, je pense que quand même, ce que tu disais, l'humain, c'est plus important. C'est-à-dire que et puis, la mort fait partie de la vie. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où l'homme a conscience de sa finitude qu'il se lève, qu'il se redresse, qu'il se construit. Sinon, si on a cette espèce d'ambition folle d'être dans l'immortalité, ben, on s'avachit. D'autres questions dans la salle, peut-être? Alors, moi, j'en ai une, si oui. vous permettez. On a appris cette semaine la sortie du thé Barbie en hijab. Vous qui êtes des défenseurs de la laïcité, quel est votre regard sur ça? Tout ça, c'est des provocations stupides. C'est des affaires commerciales. Voilà. Pourquoi sans arrêt essayer de remettre
le couteau dans la plaie, qui... Je comprends pas, ça m'énerve tout ça. Faisons des poupées Barbie, que les enfants les habillent comme elles veulent, mais ne faisons pas la promotion sur tel ou tel produit, tout ça est absurde. De toute façon, c'est pas illégal, si c'est ça votre question. Ce qui est illégal, c'est pour une personne, un homme ou une femme d'ailleurs, plus rarement les hommes, mais ça peut arriver, de couvrir son visage et en ne laissant montrer que les yeux. Voilà, c'est tout. Donc, s'il y a une poupée Barbie, qu'est-ce que vous voulez? C'est un acte de marketing. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et je trouve que à une époque où nous vivons une transition difficile, où il y a ces problèmes, pourquoi une maison comme celle-là va faire de la provocation inutile? Tout ça mais pas bien. Alors, dans 3 minutes pour comprendre la République française, vous listez les grandes figures de la République française à travers l'histoire. Aujourd'hui, pour vous, quels sont ceux qui font, à notre époque, qui sont les garants, les défenseurs du pacte républicain dans notre système actuel? Ah bah, bien fait de venir, hein. Jean-Louis Debré, voilà, j'ai répondu. Merci, Laurent Kupferman. Donc, la République et la réflexion sur la République est l'apanage de personne. Et donc, pour moi, ceux qui font la République, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre d'ailleurs, ce sont les élus de la nation. Parce que c'est ça, la République. Et donc, je souhaite que les élus de la nation aient conscience de leur mission au service de l'État et des libertés. Peut-être, moi, je rajouterais les instituteurs. Le corps enseignant, parce que le corps enseignant, c'est quand même l'intermédiaire entre la jeunesse et le futur citoyen dans la plénitude de ses droits. Et moi, ce que je remarque, c'est que lorsque nous faisons nos signatures, les femmes et les hommes et les jeunes qui viennent nous voir nous disent « ça serait bien que ce livre, il circule dans les lycées, dans les collèges, pour remettre un peu les points sur les i et les barreaux-tés. » Oui, Laurent a parfaitement raison. La République, elle s'est construite aussi grâce aux instituteurs, ouais. Aux hussards noirs de la République, comme les appelait Péguy, qui, au quotidien, au contact des enfants, leur apprennent ce qu'est la liberté, mais surtout le respect de la liberté de l'autre. C'est ça. Absolument. Et donc, tu as raison, les instituteurs... moi, je rêve de faire un tour de France avec Laurent pour aller dans école par école pour faire un cours sur la République. Pas un cours partisan. Pas un cours partisan. La République, c'est aussi bien la République des instituteurs, des professeurs. C'est la République radicale, ça peut être la gauche, la droite. Mais ne nous écartons pas des chemins de la République. Des principes. Du principe. Et... vous savez, hier soir à Strasbourg, il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit « Je ne suis pas de votre bord. Je ne m'appartiens à aucun bord, monsieur. Ça fait 10 ans que j'ai quitté la politique. Mais je vote à gauche. » Et je dis « Mais nous sommes du même bord, du bord républicain contre les extrémistes, à l'opposé des extrémistes. » Et le monsieur a dit « Mais oui, vous avez raison. » Et il m'a embrassé. J'aurais préféré embrasser une jolie femme, mais... Et puisque l'on parle de signature, je vous rappelle qu'à la fin de la conférence, vous pourrez faire dédicacer votre livre pour les internautes, ça va être difficile, uniquement hein, pour ceux qui sont dans la salle. Ah, voilà, les internautes viendront vous voir dans les différents... Oui, on va faire quelques signatures à Paris, en région. Alors, vous avez été un poste clé, bien entendu, qui est le Conseil constitutionnel pour la défense, justement, de ce pacte républicain. Est-ce qu'il y a des mesures en particulier sur lesquelles vous avez senti que vous le défendiez particulièrement? Ah oui, oui. Oui, nous sommes intervenus sur un certain nombre de lois que dont nous avons annulé les articles parce qu'elles portaient atteinte aux libertés. Nous sommes intervenus sur le principe de la laïcité. Oui, tous les jours, toutes les décisions du Conseil constitutionnel étaient des décisions importantes pour le respect des droits et des libertés, c'est-à-dire de la République.
Alors, votre livre est segmenté en 3 minutes, c'est très bien fait, 30 secondes, et même 3 secondes. Oui. Est-ce qu'en 30 secondes, puisque nous arrivons à la fin de ce débat, chacun peut nous dire comment sauver le pacte républicain ? Moi, je crois fermement que pour sauver le pacte républicain, ça n'est pas quelque chose de naturel, il faut l'enseigner. Il faut réapprendre, alors je ne sais pas à quel niveau, moi je ne suis pas spécialiste de l'éducation, mais je pense qu'il faut réapprendre quels sont ces principes. Parce que ce ne sont pas des principes qui sont naturels. Ce n'est pas naturel de respecter la liberté d'autrui. Ce n'est pas naturel de respecter la liberté de conscience. Ce n'est pas naturel de respecter l'égalité homme-femme. Vous voyez, donc tout ça doit être enseigné à un moment que je ne saurais pas définir, mais doit être enseigné parce que les citoyens que l'on forme aujourd'hui sont les citoyens de demain et ce sont eux qui vont défendre notre pacte républicain. Je dirais qu'il y a 2 mots qui m'importent. Ne jamais renoncer et de ne jamais être indifférent. Merci. Merci Jean-Louis Debré. Merci Laurent Kupferman. 3 minutes pour comprendre la République. Je vous remontre La République française. Voilà, le livre absolument pour tout connaître. Merci au Presse Club, à toutes les personnes qui sont dans la salle et ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Bonne journée à tous. Voilà.